Nos invités, Claude Veil, vous êtes chroniqueur politique, Alix Bouillaguet, éditorialiste politique à France Info, et en Skype, on retrouve François Mickey-Marty. Vous êtes président de Via Voice, citons votre baromètre sur les émotions des Français pendant la campagne présidentielle pour la Fondation Jean Jaurès et Le Point. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, le système des parrainages est-il un obstacle à la démocratie? Les candidats ont jusqu'au 4 mars pour recueillir leurs 500 signatures d'élus, les élus qui sont 42 000 en France. C'est donc une simple formalité pour les uns, mais un véritable parcours du combattant pour les autres. Sujet d'Alexandra Pérou, Diane Karcher-Mourgue et Saala Agrabi. Denis Potier est un maire très sollicité. À moins de 100 jours de la présidentielle, beaucoup de candidats le démarchent pour obtenir son parrainage. Un parrainage rendu public, ce qui peut compliquer les choses. C'est une vraie difficulté parce que les gens ne comprennent pas forcément la portée de ce geste, d'apporter un parrainage. Ils peuvent confondre complètement avec un soutien, alors ce qui n'est pas toujours le cas, et de loin. C'est une loi de 2016 qui a tout changé. Avant, seuls 500 parrains tirés au sort étaient rendus publics. Aujourd'hui, tous les noms des maires sont dévoilés. De quoi mettre en difficulté certains candidats, comme Jean-Luc Mélenchon. Il réclame aujourd'hui de revenir aux parrainages anonymes. Quand un nom est publié, ça met l'intéressé des fois dans des situations qui sont assez compliquées parce que c'est une petite commune, les gens sont pas très politisés, se demandent pourquoi le maire choisit de parrainer tel ou tel. Eux aussi en quête de parrainage, le Rassemblement national, tout comme Éric Zemmour, approuve la proposition. Les parrainages de maires, ce n'est pas pour permettre aux partis installés avec des élus de monopoliser l'élection. La prétendue transparence, en réalité, c'est pour mettre la pression sur les élus. Rétablir l'anonymat, hors de question pour le Parti communiste et les Républicains. Eux sont quasiment assurés d'avoir leur parrainage. Tous ces candidats auront leur signature, et notamment Mme Le Pen et M. Zemmour. Et donc je pense qu'il y a une stratégie de victimisation qui est mise en place uniquement pour brouiller les pistes. Il faut assumer de la part d'un maire de soutenir de tels candidats. Et je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait cette transparence pour que, y compris dans les conseils municipaux, on puisse en débattre. Les dépôts de parrainage au Conseil constitutionnel débuteront le 30 janvier, et ce jusqu'au 4 mars. Alors Claude Veil, votre point de vue, ça pose un réel problème démocratique, ces 500 signatures, qui sont vécues par certains candidats hauts dans les sondages comme un obstacle, un empêchement. Ça pourrait l'être. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit M. Abad. Je ne crois pas beaucoup aux cris d'orfraie des candidats qui disent quelle horreur, le suffrage universel est bâillonné, nous n'allons pas pouvoir nous présenter. On nous fait le coup tous les 5 ans ou tous les 7 ans, et je n'ai jamais vu qu'un candidat représentatif d'un courant important de l'opinion publique ne puisse pas finalement être candidat. Mais c'est vrai qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas du tout celui de l'anonymat. Moi, je suis totalement contre l'anonymat pour une raison simple, c'est que appeler ça parrainage, présentation, quelque façon que vous voulez, c'est un acte politique qui est fait par un élu en fonction. Et donc, ça me paraît une hygiène démocratique élémentaire vis-à-vis de ses propres citoyens, de ses administrés, de ceux qui l'ont élu, que cet acte soit public. Et d'ailleurs, ça ne remonte pas à 2016, ça remonte à beaucoup plus loin, ça remonte à 76. C'est sous Giscard qu'on a pris la décision qui me paraît vraiment le b.a.-ba de la démocratie de rendre public les parrainages. Ce qu'il a fait François Hollande en 2016, juste pour préciser, c'est qu'avant, il n'y avait que 500 noms qui étaient publiés. Voilà. Maintenant, c'est tous les soutiens qui sont publiés. Mais quand on a 500 ou 600 noms, c'est la quasi-totalité. Exactement. Et donc, les maires qui signaient pour un candidat dit marginal, ils savaient qu'il y avait 90% que leur nom soit publié. Pour que leur nom soit mis sur la place publique. La difficulté, c'est quoi? C'est que sur 36 000 communes, vous avez à peu près 30 000 communes où les maires sont sans étiquette, personne ne connaît leur appartenance, ils n'ont pas du tout envie de se mouiller, ça n'est pas nouveau. Ensuite, vous avez les communes très politisées, et les grandes villes, évidemment. Là, on voit bien qu'il y a un problème de fond qui est un décalage entre l'état je dirais, le système politique actuel, le système, la représentation populaire telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, notamment dans les sondages, et la géographie des élus qui reflète d'une certaine façon l'ancien monde, puisque l'immense majorité des communes sont tenues par des maires soit républicains, soit communistes, soit du Parti socialiste, dont la surface électorale au municipal est très supérieure à leur audience réelle. Il n'y a pas d'élus zémouristes, il y a peu d'élus... Les partis populistes... la France insoumise... Les partis populistes sont terriblement sous-représentés
par le système du scrutin majoritaire à 2 tours. Ils sont terriblement sous-représentés dans ces systèmes représentatifs qui, d'une certaine façon, sont l'ombre portée du vieux monde. Donc, il faut trouver, je suis pas du tout hostile à l'idée qui avait été inventée par Mélenchon, par exemple, de trouver un système alternatif. On pourrait dire, il faut 500 élus ou 150 000 citoyens, par exemple. Alors, c'est très compliqué à gérer parce qu'il faut trouver les citoyens. Il faut vérifier que les signatures sont authentiques. Il faut éviter qu'il y ait des pressions qui soient exercées sur les citoyens. Ça n'est pas si simple à mettre en œuvre, mais c'est une éventualité possible s'il apparaît que de plus en plus, il y a une distorsion, il y a un hiatus qui se crée entre la représentation des élus et l'état réel de l'opinion publique. Justement, François Mickey-Marty, est-ce que cette petite musique qu'on entend, alors peut-être Claude Veil disait oui, bon, c'est un marronnier tous les 5 ans, on nous fait le coup de j'aurai pas les 500 signatures, peu importe. Est-ce que ça ne fait pas monter l'idée qu'au fond, il y a les gens du système qui sont en place et qui vont tout faire pour que les hors-système, comme on les appelle parfois, aient voix au chapitre, et donc ça peut contribuer à éloigner un peu plus les Français de la politique, ou en tous les cas à miner leur confiance dans nos institutions qui sont censées être représentatives de ce que veulent les Français. Oui, en effet, c'est bonjour à toutes et à tous. D'abord, c'est un point majeur parce que vous savez, aujourd'hui, on a une majorité de Français qui estiment que la démocratie en France fonctionne mal, 56%. Donc c'est beaucoup. Et ces sujets font partie des motifs d'incompréhension ou d'insatisfaction. Claude Veil le disait très justement, c'est-à-dire on est dans un système où des personnalités politiques par d'autres indicateurs recueillent le crédit d'une partie de la population. Alors, vous parliez des études d'opinion, mais enfin simplement en termes de meeting, en termes de soutien, en termes d'adhésion, on a des véritables mouvements de soutien au sein de la société. Et c'est vrai que les systèmes successifs, puisqu'en effet la réforme de 1976 était déjà présente, les systèmes successifs donnent le sentiment d'une part d'une insatisfaction et d'autre part d'un tâtonnement, c'est-à-dire d'une difficulté à trouver le ton juste pour présélectionner les candidatures. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un accord sur la nécessité de faire une présélection, parce que paradoxalement, on a aussi ce constat d'un nombre croissant de candidatures au cours du temps. On se souvient de la présidentielle de 2002 où on avait 16 candidats, et lorsqu'on a trop de candidatures, on a des citoyens qui disent « Ah oui, mais c'est pas normal, au fond, on ne sait plus trop bien faire le choix, et les votes sont émiettés, et d'une certaine manière, il faut avoir des brevets de crédibilité préalables pour accéder à la fonction présidentielle. » Donc je crois en effet, pour résumer, je rejoins un peu ce qui a été dit précédemment, il y a probablement une adaptation à faire. En effet, la sollicitation des élus locaux était pleinement pertinente dans les années 60-70. Et elle l'est encore aujourd'hui, mais il y a aussi probablement l'aspiration à ce que les citoyens soient davantage consultés, et l'idée de pouvoir solliciter alternativement soit un corpus d'élus locaux, soit en effet un groupe de citoyens qui, alors dont le nombre reste à déterminer, c'est un autre sujet, pourrait prévalider des candidatures et serait probablement quelque chose qui serait apprécié. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le système actuel, d'une certaine manière, ne satisfait véritablement personne, et ça nourrit, comme vous le laissiez entendre dans votre question, un sentiment d'injustice qui est un petit peu embêtant, surtout dans le contexte démocratique actuel. Alors, Alix Bouyaguet, il y en a qui les ont, là, alors 500 signatures. Comment se positionne-t-il? On a entendu Anne Hidalgo dire « Ah bah tant pis pour vous, c'est la règle du jeu. Vous avez perdu. » Et est-ce qu'on sait s'il y aura beaucoup d'ailleurs de candidats cette année qui pourront se présenter? Et puis alors, autre sous-question, et après je vous passe la parole. À droite, comment aussi juge-t-on cette idée que le parrainage des 500 signatures pourrait être un frein ou un obstacle démocratique à la présidentielle? Alors c'est vrai qu'Anne Hidalgo, pour partir sur elle, a été assez cavalière, parce que c'est vrai, quand on est à 4-5% dans les sondages, on fait quand même profil bas, et on dit pas à ses petits camarades qui sont à eux trois, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, ils sont à 40% d'intention de vote. C'est pas rien. Donc on balaie pas ça d'un revers de la main comme elle a fait, en disant tant pis pour eux, ils avaient qu'à mieux se débrouiller. Je trouve que politiquement, c'est pas très habile. D'autant que sur la seconde question concernant la droite, c'est peut-être de là que le problème va se régler sur cette
présidentielle-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les intérêts des partis en eux-mêmes. Valérie Pécresse, elle a extrêmement intérêt à ce que Éric Zemmour soit dans la course, parce que c'est lui quand même qui semble le plus menacé par ces histoires de signature, parce qu'il n'a pas d'implantation locale, il n'a pas de relais, et qu'effectivement, il part de zéro. Après, on peut aussi se dire qu'Emmanuel Macron, dans son genre, en 2007, partait aussi de zéro, mais il avait une forme de notabilité, sans doute, qui lui a ouvert des portes, ce que n'a pas Éric Zemmour. Valérie Pécresse, elle a besoin qu'Éric Zemmour soit dans la course pour espérer accéder au second tour. Ah, parce qu'il fait baisser Marine Le Pen. Elle fait baisser Marine Le Pen. Éric Zemmour fait baisser Marine Le Pen. Et ça lui permet, c'est purement tactique, alors. C'est purement tactique. D'où le décryptage de la petite phrase hier de Gérard Larcher qui n'est pas passée inaperçue lorsqu'il explique que parrainer n'est pas soutenir. C'est une manière de déculpabiliser complètement les élus en leur disant allez-y, c'est pas parce que vous donnerez votre voix à Éric Zemmour que vous serez frappé d'un sceau de l'infamie. Donc vous avez vu que Guérini a dit à peu près exactement la même chose. Stanislas Guérini de la République En Marche. A dit la même chose. C'est vrai que du point de vue démocratique, ça les embarrasse quand même, cette idée que les jeux sont pipés. Personne ne serait satisfait de constater qu'un des trois candidats qui sont tous à 10%, au-delà de 10%, ne puisse pas. Ce serait un grave problème si l'un des trois ne pouvait pas. Pour le coup, là. Ce serait un déni démocratique. Moi, je suppose. On dirait que l'élection est truquée, qu'elle n'a pas été pas pour être un dévot d'Éric Zemmour, mais objectivement, s'il ne pouvait pas se présenter parce qu'en effet, n'ayant pas d'antériorité, d'implantation locale, de réseau d'élus, ça poserait un gros problème de démocratie. Oui, bien sûr. Il dit mon nom sans le soufre. Quand on est un élu, dire qu'on me soutient, ça vous ferme des portes. Éric Zemmour. Et la même chose si vous soutenez Poutou ou Asselineau. C'est-à-dire dans une petite commune où tout le monde se connaît, lorsque le maire prend... c'est toujours interprété comme une prise de position. Ouais. On peut toujours dire, comme le disait Mélenchon, que parrainer n'est pas soutenir. C'est toujours dans un village interprété comme ça. Après, oui, c'est clair que pour un élu, soutenir Éric Zemmour, c'est quelque chose qu'il va falloir après porter. Il faut assumer. Il faut assumer. Alors, en attendant, on l'a dit, il y a des petites combines, parce que Valérie Pécresse n'est pas assurée, loin de là, d'être au second tour de la présidentielle. Valérie Pécresse qui fait donc une candidature à droite et qui a ressorti le fameux Karcher de Nicolas Sarkozy, ce qui a suscité la polémique, y compris d'ailleurs, on va voir le communiqué de la société Karcher, qui est furieuse de voir qu'il y en a assez de voir sa marque associée à une politique sécuritaire. Le Karcher n'est l'étendard de personne, dit la société Karcher. On va plus sérieusement écouter Valérie Pécresse qui s'est justifiée, qui a expliqué pourquoi elle avait réutilisé cette expression. C'était lundi dans les matins de la présidentielle de France Info. Je reprends le flambeau de la droite, d'une droite qui sera, contrairement à Emmanuel Macron, dure avec les puissants, dur avec les caïds, avec les voyous, qui va aller les traquer, qui va aller les débusquer, qui va aller les punir. C'est ça, c'est le flambeau, je le reprends. Je le reprends parce que ce flambeau, je le reprends parce que... Mais le Karcher, c'est l'étendard, justement, d'une politique de droite qui ramène la sécurité dans les quartiers. Et moi, je vais reprendre cet étendard, je vais le relever, parce que cet étendard, il a été mis à terre. Juste sur parce que le Karcher, il a été mis à la cave pendant 10 ans. François Miquet-Marty, est-ce que c'est opération réussie d'avoir ressorti le Karcher pour Valérie Pécresse ? Écoutez, sur la forme tout au moins, le fait que l'on en parle est déjà un premier signe d'un signe de réussite. Je crois que en politique c'est important, surtout dans le contexte actuel. Ensuite, il y a des éléments assez importants pour Valérie Pécresse notamment, en termes cette fois-ci purement électoraux. À la fois d'abord fédérer la diversité des troupes, si l'on peut dire, et des électeurs potentiels qui pourraient voter pour elle au sein même de sa famille. Et on a vu le départ de Guillaume Pelletier d'une certaine manière, même s'il n'est pas nécessairement annonciateur d'une série de départs de ce type-là, est quand même un signe important. Et puis plus fondamentalement, il y a deux enjeux majeurs pour Valérie Pécresse, à savoir bien entendu se qualifier en vue du second tour, et puis on voit aussi des intentions de vote de second tour qui aujourd'hui, dans l'hypothèse où elle accéderait au second tour, qui sont très serrées. Or cette question de l'insécurité, elle est fondamentale à toutes les élections. Aujourd'hui, elle l'est aussi, alors elle est en fonction des variations de l'actualité en 3e ou 4e position des perceptions des Français, mais vous évoquiez tout à l'heure le baromètre réalisé par Via Voice sur les questions, la perception des émotions dans les campagnes électorales, et on sait désormais que ces émotions sont fondamentales. Bien sûr, cette question de la sécurité, les émotions sont
les plus fortes, c'est-à-dire que les questions de sécurité suscitent de la crainte, bien entendu, parfois de l'espoir lorsqu'on envisage les choses de manière positive, des impatiences. Autrement dit, le thème de l'insécurité est particulièrement inflammable, est un sujet très mobilisable en période de campagne présidentielle. Et puis enfin, et c'est aussi important, on sait que, au fond, pour les électeurs qui peuvent voter pour Valérie Pécresse aujourd'hui, cette question est d'autant plus importante sur ce match entre Valérie Pécresse, Emmanuel Macron et d'autre part Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ces questions de l'insécurité sont fondamentales. Donc tout ça plaide en effet pour que Valérie Pécresse aujourd'hui réhabilite ce thème, l'investisse et peut-être de manière forte dans le débat démocratique. Alix Bouyagué, mais tactiquement, là, son objectif, Valérie Pécresse, c'est d'accéder au second tour. Donc ses concurrents directs sont Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça a la force à avoir une campagne très à droite, ça. Ah oui, ça c'est sûr. Elle est obligée d'avoir des marqueurs forts de la droite et c'est pas étonnant qu'elle aille sur ce thème-là, sur ce registre-là. Après, sur la forme, c'est vrai que c'est aussi une manière de répondre à j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, mais de Emmanuel Macron quelques jours plus tôt. Mais je suis pas certaine que pour tout vous dire, n'est pas Nicolas Sarkozy qui veut. Et je trouve que se mettre dans les chaussures et dans le style de Nicolas Sarkozy, c'est compliqué. Il vaudrait mieux que Valérie Pécresse soit elle-même face du Pécresse et pas nous ressorte des phrases qui sont devenues presque des symboles. Et en plus, ce symbole, c'est à double face parce que le bilan en matière de sécurité de Nicolas Sarkozy, lui qui était prompt à claquer des talons, il n'est pas non plus époustouflant. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, tiens, en termes de force de l'ordre, Emmanuel Macron, il en a mis 10 000 de plus sur le quinquennat. Nicolas Sarkozy, il en a supprimé 14 000. Ouais. Donc, c'est toujours compliqué de ressortir et de faire référence à ce qui a été fait par le passé. Et puis, et encore une fois, il faut après avoir la personnalité et le savoir-dire. Et puis, c'est vrai que sur ce terrain, Claude Veil, de l'ordre, de la sécurité, du Karcher, Éric Zemmour et Marine Le Pen, ils ont l'avantage de jamais été à voir aux manettes. Exactement. Et puis d'avoir des discours plus radicaux. Mais je crois qu'Alix a tout à fait raison. Le message implicite, c'est « je suis le nouveau Sarkozy », naturellement. Ouais. Le terme de Karcher, qui est maintenant interdit, mais est tellement associé à l'image de Sarkozy. Plutôt Sarkozy, ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, que Sarkozy, président de la République, que d'une certaine façon, c'est se draper dans les plis du sarkozysme qui reste, dans la droite républicaine, la grande figure tutélaire, quand même, quoi qu'il ait pu se passer entre-temps. En même temps, ça lui donne, et vous avez raison, un côté vintage, c'est-à-dire que ça fait un peu recyclage, quoi. Et déjà, son appareil de campagne fait assez recycler. C'est quand même le retour des anciens. On l'a vu l'autre jour dans cette curieuse conférence de presse où elle paraissait cernée par les grandes figures tutélaires historiques des Républicains. Elle va sur ce terrain-là parce qu'elle pense que c'est là qu'elle la gagne. Pourquoi ? Parce que il y a eu forte, on l'a dit tout à l'heure, Éric Zemmour prend des voix à Marine Le Pen, mais il prend aussi pas mal de voix aux Républicains. Il est d'une certaine façon la synthèse, c'est ce que représente d'une autre façon Éric Ciotti. Il est d'une certaine façon la synthèse de la droite des Républicains et d'une fraction de l'électorat lepéniste. Donc la grande interrogation pour moi, et je n'ai pas de réponse à ce jour, et c'est les électeurs qui donneront la réponse, c'est pas les commentateurs, c'est cette stratégie qui consiste à coller à Zemmour. Ouais. Et d'une certaine façon même à reprendre en partie l'agenda Zemmour. À mettre sur la table tous les thèmes sécuritaires, identitaires. L'autre jour, elle disait l'immigration est responsable de l'insécurité en France, ce qui était un discours considéré il y a encore 10 ans comme le péniste. Et qu'on n'avait pas chez les Républicains. Et qu'on ne disait pas comme ça, en tout cas chez les Républicains. Bon, c'était plus implicite, ou nous on dit. En choisissant cette ligne stratégique, on voit bien que l'idée, c'est de faire du containment, de bloquer Zemmour sur ses bases électorales et d'essayer même de rapatrier vers LR les électeurs qui sont partis ou qui sont susceptibles de filer chez Zemmour, comme Guillaume Pelletier. Mais on peut dire aussi que cette stratégie, d'une certaine façon, banalise Zemmour, abolit la ligne de démarcation, cette fameuse ligne de démarcation qui avait été posée par les Chiraciens il y a si longtemps, et d'une certaine façon ouvre la porte aux électeurs LR en leur disant finalement c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et donc crée une indifférenciation entre les Républicains et Éric Zemmour qui peut être extrêmement dangereuse. Au football, on sait que c'est très difficile de jouer à l'extérieur.
C'est encore plus difficile de jouer à l'extérieur quand vous acceptez la tactique de jeu de l'opposant. Si vous allez jouer à Munich, déjà se taper le Bayern à Munich, c'est compliqué. Mais si en plus votre dispositif tactique accepte et calqué sur le jeu du Bayern, sur le mode de jeu du Bayern, vous allez vers de grandes difficultés. Moi, le hiatus, l'alternative pour Valérie Pécresse, c'est ça. Est-ce que jusqu'à quel point peut-elle aller sur des thèmes de droite identitaire et régalienne sans balayer, ouvrir le chemin et risquer de perdre de l'autre côté des électeurs plus modérés, disons, qui disent bon, puisque c'est comme ça, on va aller chez Macron. Et c'est vrai que François Miquet-Marty, on se souvient qu'en 2017, la droite, François Fillon, nous parlait beaucoup d'économie, du nombre de fonctionnaires. C'est un sujet là dont la droite parle peu, dont Valérie Pécresse parle moins d'ailleurs, parce qu'il y a moins, ça n'est plus au centre du jeu. Les Français ont moins d'appétence d'ailleurs pour la matière économique. En disant on a Macron, tout va bien. Oui, alors c'est plus compliqué si je peux me permettre parce que les questions de pouvoir d'achat sont très prépondérantes. Bon, mais sur cette question de l'insécurité précisément, pour compléter ce que disait Claude Veil, là je crois qu'il y a deux enjeux aussi qui sont importants. Le premier, c'est que sur l'insécurité, on peut agir. Et Valérie Pécresse se présente comme la candidate du FAIRE, F-A-I-R-E. Voilà, elle a, de manière relative, mais à son avantage, l'idée selon laquelle beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la mémoire de ce qui a pu être fait pendant ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc en prétendant faire, elle peut avoir là un axe mobilisateur, et la question de l'insécurité est plus facile de dire je vais créer à nouveau des postes de policiers et de gendarmes plutôt que de développer des propositions économiques qui souvent sont moins perçues et surtout moins retenues par une partie des électeurs. Et puis l'autre élément qui me paraît fondamental, c'est au fond la nécessité, peut-être pas d'une surenchère, mais tout au moins une différenciation par rapport entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Au fond, l'un des reproches qui peut être adressé à Valérie Pécresse par la droite de la droite est d'être une forme de Macron bis. Donc elle est au fond, je crois, un peu contrainte par la force des choses, au-delà de la nécessité de mobiliser en sa faveur des électeurs, elle est un peu contrainte par la force des choses de se différencier de plus en plus d'Emmanuel Macron et donc de creuser ce clivage-là. Et cette question de la sécurité, au fond, lui permet de le faire, même si je suis d'accord, il y a déjà eu 10 000 postes de policiers et de gendarmes qui ont été créés sous le quinquennat Macron, ça n'est pas rien, mais c'est un sujet qui est fondamental aujourd'hui pour ses électeurs potentiels. Alors, sur l'insécurité, on connaît le discours d'Éric Zemmour. Il dit la droite vous a trahi, elle vous a promis le Karcher, elle a sorti Kouchner, je crois que c'est ce que dit Éric Zemmour. Éric Zemmour qui était en déplacement à Bonneval, dans l'Eure-et-Loire, vendredi dernier. C'est une opération séduction dans le monde rural où il a tenté de casser cette image de citadin. Je vous propose de revoir ce sujet de Caroline Motte et Christelle Méral. Vous avez été fortifié, j'imagine. L'ancienne ville fortifiée. Pour son premier déplacement de l'année, Éric Zemmour a choisi la petite commune de Bonneval, en Eure-et-Loire. Loin de ses thématiques de prédilection sur l'immigration, le candidat souhaite aujourd'hui s'adresser à la France rurale et casser son image de citadin. Nous devons défendre nos paysages, la beauté de nos villes, le sort de nos agriculteurs. Son objectif, conquérir les voies de la France périphérique. C'est chose faite pour cette ancienne Parisienne installée ici depuis 1 an. Il n'y a pas que l'immigration dans le programme de M. Zemmour, c'est aussi cet amour de la France qu'il exprime, dans lequel moi je me retrouve. Je veux pouvoir conserver effectivement les valeurs, les mœurs. Mais ce jeune informaticien ne partage pas du tout cet avis. Pour lui, Éric Zemmour manque de propositions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des Français. C'est bien le côté patriote, mais il y a aussi le côté la vie au jour le jour, les gens, leur vie et leur travail aussi, le travail qui est très important. Donc ça, pour moi, ça devrait être mis plus en avant. Redonner plus de pouvoir aux maires, lutter contre la désertification médicale ou encore la fermeture des écoles, Éric Zemmour a égrené quelques propositions. À défaut de discuter avec des habitants, le candidat a échangé avec quelques agriculteurs sur leurs salaires et leurs conditions de travail. Y réfléchir. Juste le temps de déguster une galette à son effigie. Elle est belle ma galette. Alors Alex Bouillaguet, on voit un Éric Zemmour qui parle de la ruralité, qui parle de l'école, des langues
des langues vivantes dans le primaire qu'il ne faudrait plus enseigner. Est-ce qu'il est à l'aise sur ces terrains autres que l'immigration? Est-ce qu'il en a envie d'ailleurs? Et est-ce qu'il est attendu là-dessus? Alors, je pense qu'au départ, il n'en avait franchement pas envie, puisque vraiment, lui, son idée, c'était de rester sur ces thèmes de prédilection. Et donc, c'est vrai qu'il regardait un peu de haut toutes ces questions sur le pouvoir d'achat, les préoccupations des classes populaires, tout ça, c'était pas vraiment dans sa ligne de mire. Et puis, après, il a fait des maths, il s'est dit que lui aussi, pour pouvoir accéder au second tour, il faut qu'il prenne de l'étoffe et qu'il aille chercher les voix là où elles sont. Où est-ce qu'elles se trouvent aujourd'hui? Ces voix, elles se trouvent en partie dans la classe populaire. Or, cette classe populaire, elle est captée, déjà préemptée par Marine Le Pen. Donc, à lui aussi de faire la danse du ventre. Donc, la première étape, c'est effectivement ces propositions axées vers la ruralité, en disant qu'en clair, beaucoup a été fait sur la banlieue, sur les métropoles, et que maintenant, il fallait s'atteler au vrai problème, donc à ces zones de ruralité. Il veut créer un ministère de la ruralité, il veut recruter 1000 médecins pour lutter contre les déserts médicaux, développer des zones franches dans les campagnes. Et puis, il nous explique que désormais, les maires, c'est la boussole de l'État. Vous voyez, il va jusqu'au bout de sa démonstration. Oui, il peut gagner des voix. Il peut gagner des voix parce que si ces voix décident, au lieu de se porter sur Marine Le Pen, décident de se porter sur lui. Claude Veil, il avait dit, Éric Zemmour, moi je ne fais pas une candidature de témoignage, je suis là pour poser mon thème de prédilection, à savoir l'immigration et l'insécurité, dans le débat public. Pour l'instant, on parle plus de ça, et lui, il est à 13% dans les sondages, donc là, il n'est même pas en capacité de se qualifier au second tour. Donc, est-ce que vous diriez que là, il lui faut un second souffle, sinon ça va faire pchit? Alors, sur l'interprétation des sondages, moi, personnellement, je serais extrêmement prudent, et François Michel Marty me démentira pas. Il y a deux choses que les sondeurs ont beaucoup de mal à saisir, c'est la sous-déclaration. Pour les candidats qui sont supposés sentir le soufre, il y a des gens qui ne s'avouent pas. On a connu ça avec l'électorat lepéniste qui pendant 20 ans qui se cachait dans les sondages, et ça fait seulement quelques années que maintenant les gens avouent facilement qu'ils ont l'intention de voter Le Pen. Je n'exclus pas qu'il y ait une sous-déclaration du vote Zemmour. Et d'autre part, les phénomènes brusques et amples d'opinion publique sont toujours les plus difficiles à mesurer. On est passé de 0 à 13 en 3 semaines, quasiment, en septembre-octobre. Donc, il y a là, pour les sondeurs, un défi, savoir mesurer exactement l'amplitude de la vague. Il y a une vague, mais quelle est la hauteur de la crête? C'est pas si simple à mesurer, c'est l'ancien sondeur qui parle. Alors, on voit bien ce que Zemmour essaie de faire à partir du thème de l'immigration, qui était son créneau porteur, d'élargir à une vision générale de la France, qui est fondée sur le c'était mieux avant. Au fond, ce que Zemmour vend, c'est la nostalgie de la France d'avant, d'une France qui d'ailleurs n'a jamais existé, au fond, parce qu'elle était extrêmement dure, inégalitaire, brutale. Il y avait des gens qui mouraient de faim, il faisait froid l'hiver, on crevait de chaud l'été, il y avait une pollution épouvantable dans les bâtiments publics, on fumait des Celtiques dans les cafés, et c'était tout. Mais toujours est-il que beaucoup de Français ont cette impression qu'ils ont perdu une France idéale, une France merveilleuse, qui ressemble un peu aux images des livres de classe, vous savez, le pommier dans le... France de Martine. Oui, la France de Martine. Et donc, je vois bien que tout ce qui décline renvoie à cette nostalgie de la France d'avant. Quand il parle de l'école, c'est quoi? C'est la blouse grise, c'est la suppression du collège unique, c'est le rétablissement du certificat d'études. Quand il parle de sécurité routière, on supprime les 50%, 50 km/h en ville, on supprime les 80 sur les routes, on supprime le permis à points. C'est-à-dire que ça serait comme avant, comme au temps de mon père, quoi. On monte dans la 404 et on fonce, il y a plus de radar, on risque plus de perdre son permis, etc. Et 17 000 morts par an. Et quand il parle de la ruralité, moi qui viens de la ruralité et qui vis dans la ruralité, je vois bien qu'il parle d'une ruralité. Ça lui a échappé comme un lapsus quand il a dit « je suis pas un paysan, je porte pas des sabots ». Oui, non, ça fait un bout de temps que les paysans portent plus de sabots, mais d'une certaine façon, ce lapsus dit quelque chose de l'image qu'il se fait de la ruralité. Or, la campagne aujourd'hui, ça n'est plus la campagne des livres de classe avec le même, ce n'est même plus le clocher de Mitterrand de l'affiche de 80. La campagne, elle est extrêmement moderne. Les agriculteurs aujourd'hui sont tous informatisés, etc. Ils travaillent sur Internet, gèrent les stocks et sont en permanence au contact de l'international. Mais moi, je pense, et je me trompe peut-être, que cette vision un peu passéiste, mais sécurisante,
peut parler aux Français. Je pense qu'il y a là quelque chose de fort parce que c'est vrai qu'il y a chez les Français... Face à un avenir anxiogène. Face à un avenir anxiogène, face à une mondialisation qui est vécue comme destructrice de notre vie, de notre espace mental, de notre horizon culturel. Il y a dans le passé quelque chose de sécurisant et je vois bien que dans l'esprit de Zemmour, et c'est assez malin et c'est assez calculé, parce que précisément il est inquiétant, il joue à fond cette carte-là justement qui peut être rassurante, qui peut être avec moi, vous allez retrouver une France que vous avez bien connue et qui était une France confortable. François Mickey Marty, j'en profite pour vous poser la question de Claude Veil. Est-ce qu'il est difficile à mesurer, Éric Zemmour, du fait de ces phénomènes de sous-déclaration? Alors on imagine, vous avez l'habitude, là vous faites des redressements, comme on dit, sauf que là vous n'avez pas de base avec Zemmour. Oui, alors c'est vrai que le phénomène d'opinion, puisqu'il y a un phénomène d'opinion au sens de progression dans les enquêtes d'Éric Zemmour est frappant. Il y a deux sujets. La constitution des sondages, elle est assez classique au fond, c'est-à-dire qu'on a toujours une double représentativité à la fois sociodémographique et puis bien sûr le poids politique, le respect de la diversité des poids politiques sur la base des élections antérieures. Donc ça c'est le premier point. Le point le plus sensible sur cette question-là, c'est au fond les indécisions aussi d'une partie des électeurs eux-mêmes. C'est-à-dire on en voit beaucoup dès aujourd'hui, mais j'allais dire c'est assez classique en période de campagne électorale et notamment en période de campagne présidentielle. Des gens qui disent aujourd'hui tiens je pourrais voter pour tel candidat et puis qui demain avec la même bonne foi ont l'intention de voter pour un autre candidat. Et donc on est toujours en amont d'une campagne électorale sur des opinions publiques assez friables. Et c'est vrai qu'un candidat qui émerge amplifie cette friabilité. Donc il y a un sujet de variation qui est important bien entendu lorsqu'on fait des études d'opinion. Ensuite, de manière assez classique, janvier, février, mars, les intentions de vote se stabilisent, c'est-à-dire se cristallisent. Et on a de plus en plus l'intention de voter pour une candidate ou un candidat. Sur Éric Zemmour en particulier, là aujourd'hui, dans son positionnement, ce qui est assez frappant, c'est en effet, d'abord, je crois, l'idée, la nécessité de s'inscrire dans quelque chose qui est rassurant. Aujourd'hui, vous savez, on a la plupart des Français, 57% disent, au fond, on ne comprend pas bien ce qui se passe, on est dans un monde qui est incertain. Alors que cette pandémie est quand même l'un des traumatismes collectifs les plus importants que nous ayons à vivre depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, inquiétude, oui, mais aussi incompréhension du monde tel qu'il va et sentiment de moins maîtriser le monde. Et donc, l'ancrage au fond, c'est cette pérennité des territoires, elle peut avoir en effet un côté rassurant. Et puis, il y a un autre élément qui est très important, à savoir que la thématique de l'immigration, elle trouve à terme, elle trouve ses limites, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens qui disent, mais on parle, et dans le débat politique, la question de l'immigration semble très présente, alors que nous, en tant qu'électeurs, on n'a pas que ce sujet-là en tête. Donc, d'une certaine manière, ce reproche qui peut être adressé à une partie des candidats actuellement, à savoir que la part accordée au sujet de l'immigration est peut-être trop importante en regard de ce qu'une grande partie des électeurs considèrent comme important pour eux-mêmes. Donc il y a en effet là une tentative d'adaptation de la part du candidat Zemmour qui se comprend peut-être aussi dans ce contexte-là. Alix Bouyagué, on vient de voir des images de Éric Zemmour et derrière il y avait Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier qui était jusqu'à récemment le numéro 2 des LR. Est-ce que ça annonce d'autres ralliements possibles? Ou est-ce que c'est un transfert isolé qui n'inquiète pas chez les Républicains? Sur le papier, on pouvait se dire, tiens, c'est une belle prise de guerre, numéro 2. Pour Éric Zemmour. Pour Éric Zemmour. Bon, après, ça n'a pas le poids politique suffisant pour, à ce stade, faire bouger les lignes, créer une hémorragie dans l'entourage de Valérie Pécresse. Là, pour l'instant, on en est où du côté des ralliements de poids lourds? Philippe de Villiers. Patrick Buisson, qui murmurait il n'y a pas encore si longtemps à l'oreille de Nicolas Sarkozy, mais Philippe de Villiers, c'est quand même un homme du passé. Patrick Buisson, ce n'est pas un homme politique, de premier plan, une personnalité de premier plan. Et puis Guillaume Pelletier, il était, il n'est pas non plus connu de manière à faire trembler, bouger les lignes. Ça n'a aucune comparaison avec ce qui s'était passé avec Emmanuel Macron en 2017, quand il avait vu Gérard Collomb, Richard Ferrand, surtout François Bayrou, le rallier. Là, ça avait créé une forme de notabilité et un vrai impact pour Emmanuel Macron. Alors, de fait, Marine Le Pen a un peu raillé ce ralliement de Guillaume Pelletier à Éric Zemmour en soulignant le fait qu'il avait beaucoup changé de parti et qu'il avait beaucoup changé de filiation. On écoute Marine Le Pen. Alors attention, le son n'est pas très bon, donc on vous a sous-titré ce qu'elle dit. On l'écoute. Non,
Non, c'est complètement insignifiant que Guillaume Pelletier annonce autre chose. Ça ne m'étonne pas de lui. Lui, il aura coché toutes les cases. Il aura fait tous les mouvements politiques. Notre ami Guillaume. Bon, écoutez, c'est bien. Alex Bouillaguet, est-ce que ça a modifié son image, l'irruption d'Éric Zemmour dans le champ politique, dans cette campagne? L'image de Marine Le Pen, elle s'en retrouve c'est devenu un agneau. C'est devenu un agneau. Et c'est presque aujourd'hui celle qui est la plus calme, la plus pondérée dans ses propos. Alors elle va pas aller dire on va emmerder les Français, elle va pas dire il faut passer le Karcher. Elle dit plus du tout ça, Marine Le Pen. Au contraire, c'est une espèce de force tranquille. Elle estime que les autres reprennent ses idées avec un petit peu d'outrance. Elle, ça la permet effectivement de se notabiliser pour le coup, de se recentrer. Après, est-ce que c'est une stratégie qui sera payante ou pas à l'arrivée? Il va y avoir un match formidable à suivre entre les deux stratégies, celle d'Éric Zemmour qui est plutôt de faire peur et d'avoir plutôt une vision passéiste. Marine Le Pen, elle essaye au contraire de rassurer et de dire voilà ma vision, voilà où je veux vous emmener. Et n'ayez pas peur si je suis à l'Élysée. N'ayez pas peur. François Miquet-Marty, vous disiez on parle trop d'immigration et pas assez de sujets qui préoccupent les Français. Est-ce que l'électorat de Marine Le Pen, précisément, aimerait bien qu'on lui parle un peu plus de pouvoir d'achat ? Exactement, tout à fait. Je souscris à votre question et à la réponse que vous donnez aussi implicitement, mais c'est très très juste et c'est très frappant parce que on a aujourd'hui une partie des gens qui disent au fond on comprend pas bien, la question du pouvoir d'achat est très importante, c'est aujourd'hui avec les questions de santé à 46% respectivement, 46% pour le pouvoir d'achat, 46% pour la santé, ce sont les deux préoccupations principales des Français. Donc c'est loin d'être secondaire et puis sur le pouvoir d'achat en particulier, on voit bien toutes les augmentations qui ont eu lieu sur le prix de l'énergie, bientôt sur le prix aussi des matières premières, des matières alimentaires. Donc il y a un énorme sujet. Voilà. Alors certains disent la question du pouvoir d'achat est fondamentale, mais la gauche ne parvient pas à... Voilà. Pardon ? C'est ce que j'allais dire. L'électorat de Marine Le Pen est un électorat populaire qui était autrefois à gauche et qui maintenant est chez elle et qui est sensible à ces questions de fin de mois. Exactement, tout à fait. Et au fond, c'est assez frappant de voir comment Marine Le Pen est parvenue à conquérir, à construire au cours du temps une forme de crédibilité sur ces questions-là. Donc, c'est pas parce que la gauche est faible que le pouvoir d'achat est absent. D'une certaine manière, c'est aujourd'hui Marine Le Pen qui reprend ce sujet-là. Et aux yeux d'une partie de ses électeurs, bien entendu, elle bénéficie d'une crédibilité qui est importante. Et au fond, précisément, elle parvient à aller au-delà de la question de l'immigration. Donc, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Alex Bouillaguet. C'est vrai qu'il y a une capacité à embrasser des sujets pour Marine Le Pen de manière un peu plus large que ça n'était le cas par le passé. Et puis en effet, alors je ne sais pas dans le reportage que vous montrez très justement dans son déplacement, dans le déplacement de Marine Le Pen, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à plusieurs reprises, elle parle de la notion d'intérêt général, de bien commun. Donc on voit bien entre Marine Le Pen et Éric Zemmour deux ambitions pour incarner un récit français qui sont très différentes. C'est-à-dire au fond une Marine Le Pen qui entend parler au nom de la France quasiment dans une logique d'intérêt général, quasiment en tant qu'incarnation. On se souvient du slogan Le Pen le peuple il y a quelques années, donc incarnation du peuple français. Éric Zemmour, lui, jusqu'ici, est beaucoup plus dans l'analyse. Au fond, l'analyse du grand remplacement, quasiment comme un démographe d'ailleurs qui pointe les insuffisances françaises en regard de l'analyse qu'il pose. Donc on est vraiment sur deux attitudes différentes et les images que vous diffusez là et les échos que vous rapportez illustrent assez bien, je trouve, ce positionnement de Marine Le Pen qui se distingue assez nettement, voire très nettement, de celui d'Éric Zemmour. Claude Veil, est-ce qu'il y a des fantômes en politique? Et si on devait à nouveau insister, parce que c'est ce que nous disent les sondages pour l'instant, on a un second tour, si on en croit les sondages, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, est-ce que le souvenir de ce débat trottera dans la tête de Marine Le Pen en vue d'un nouveau... Si on devait à nouveau avoir un débat Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Ne me demandez pas de faire de la psychanalyse. De psychanalyser Marine Le Pen, mais je pense que quand même qu'elle a réfléchi à ça et qu'elle a analysé les causes de son échec de l'autre fois et qu'elle en a tiré des leçons et qu'elle serait peut-être mieux armée pour affronter Macron dans un nouveau débat. En plus, elle serait en position de challenger face au tenant du titre. D'une certaine façon, un président sortant est toujours jugé sur ses actes. Or, comme en France, la politique est le domaine de l'insatisfaction, c'est toujours très très difficile d'être le sortant parce que vous êtes tenu pour responsable de tout ce qui va mal. La crise sanitaire a été terrible, la crise des gilets jaunes a été terrible, ça a été un quinquennat très très compliqué. Et donc, pour un opposant, les angles d'attaque ne manquent pas. D'ailleurs, on le voit bien dans cette pré-campagne électorale assez étonnante où
les candidats, en réalité, font assez peu d'avancées programmatiques et ont plutôt transformé l'après-campagne en championnat de France de l'anti-macronisme en pensant que c'est celui qui apparaîtra le plus anti-macroniste, qui aura le plus de chances de se qualifier pour l'affronter au second tour. Et la gauche qui était relativement absente. Anne Hidalgo croit toujours en l'union, en une primaire à gauche, même si... elle l'espère toujours, mais elle n'y croit plus tellement. Et donc, jeudi dernier, elle était l'invitée de Gilles Bornstein sur notre antenne. Anne Hidalgo, vous allez l'entendre, qui s'est autorisé un tacle contre ses concurrents réfractaires à la primaire. On l'écoute. Nos concitoyens, ils voient la situation. Ils savent très bien que si on n'est pas rassemblés, ça va être très difficile d'accéder au gouvernement. J'entends ce que dit Yannick Jadot. Il prend une très lourde responsabilité. Moi, pour ma part, je vais continuer à faire ce travail de rassemblement des Français. Ma candidature est là. Je suis d'ailleurs une des rares à avoir déjà les 500 parrainages. On verra, quand tout le monde aura ses parrainages, qui sera vraiment sur la ligne de départ. On verra quand tout le monde aura vraiment ses parrainages. On a l'impression que non seulement la gauche étale sa désunion, mais même qu'elle étale ses querelles. Non ? Oui, et puis quand on l'entend là, elle est... je trouve ça toujours un petit peu étrange de dire, c'est Yannick Jadot qui fait qu'on n'arrive pas à s'unir, alors que le pauvre Yannick Jadot, il a tenté de le faire désespérément l'année dernière. Au printemps dernier, il a organisé des réunions avec les uns et avec les autres pour essayer de dire, attendez, ce serait peut-être pas mal de faire une primaire ou qu'on soit tous ensemble, qu'il se passe quelque chose. On lui a claqué la porte au nez. Et aujourd'hui, 3 mois avant la présidentielle, tout d'un coup, il faudrait qu'il trouve un programme commun, alors que jamais la gauche n'a été aussi éclatée, avec autant de différences sur le fond. Il faudrait trouver un programme commun en 3 mois, une tête de gondole en 3 mois. Voilà, donc je la trouve un petit peu de mauvaise foi sur ce sujet-là. Et puis il y a... Ils le sont tous. Ils le sont tous. Mais la responsabilité aujourd'hui, elle est collective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à dire c'est Yannick Jadot, c'est Hidalgo, ils ont loupé le coche. Et aujourd'hui, on voit à quel point ils ont du mal dans les sondages. Et puis il y a cette histoire de primaire populaire qui là aussi, il faut maintenant un mode d'emploi pour essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Donc on ne fait pas les propositions, on parle du mode d'emploi. Oui, et puis tout le monde va être candidat, mais au-delà de leur plein gré. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui, Mélenchon, Jadot, tous ne veulent plus figurer dans cette primaire. En fait, ils vont quand même y figurer. Il n'y a plus besoin du consentement. Alors, justement, Claude Weiss, ce qu'on n'a pas compris, c'est que Christiane Taubira a fait irruption dans le jeu, disant qu'elle voulait rassembler tout le monde. Finalement, elle rassemble personne. Et ça va être une candidature de plus. Ce matin, il y avait l'Opinion qui titrait « Hidalgo, Taubira, balle tragique à gauche ». On a l'impression que... on va rajouter de la division à la division. Objectivement, ça sert à peu près à rien d'essayer de comprendre parce que tout ça n'a aucune importance. Ce sont des jeux d'appareils, des jeux tactiques. Ça me rappelle quand j'étais gamin la pêche à la grenouille. Vous savez, c'est très très compliqué d'attraper les grenouilles, mais théoriquement on fait ça avec un chiffon. On avance un chiffon que les grenouilles sont supposées attraper. Le chiffon, c'est l'unité. Mais le problème, c'est que moi, quand j'étais gamin, en tout cas j'étais mauvais, c'est que quand j'avançais mon chiffon, toutes les grenouilles s'enfuyaient. C'est exactement ça qui se passe. Tout le monde crie unité, 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 mais dès que quelqu'un propose une procédure qui permettrait de déboucher sur l'unité, tout le monde s'enfuit. Parce que le fond de l'affaire, c'est que la gauche n'est plus un concept opératoire sur le plan électoral. La gauche, c'est une nostalgie, c'est une espérance, c'est un système de valeurs, c'est tout ce que vous voulez. On est de gauche ou on l'est pas, d'une façon, comme on est blond ou on est brun. Mais aujourd'hui, ça n'est plus un dispositif politique qui a la capacité d'accéder au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas une gauche, mais des gauches qui sont à peu près d'accord sur rien, ni sur le marché, ni sur l'Europe, ni sur le nucléaire, ni sur la plupart des grands sujets. Donc comme la gauche n'a ni leader, ni stratégie, ni programme, tout le monde sait que c'est un coup perdu, que cette élection-là, c'est une élection pour rien, et donc chacun présente son petit candidat dans son petit coin, à titre conservatoire. Avec quel intérêt ? Quel est l'intérêt ? À titre conservatoire pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et qu'en réalité, tous les stratèges qui sont derrière ça ont vu la recomposition qui viendra forcément un jour. Et Jadot est convaincu que la gauche a vocation à se recomposer autour de l'écologie, et Mélenchon n'a jamais fait le deuil d'une gauche qui deviendrait globalement, authentiquement révolutionnaire, parce que s'il a quitté le PS il y a 10 ou 15 ans, c'était quand même pour transformer la gauche en appareil révolutionnaire. Quant au Parti socialiste, il essaie de sauver les meubles, il les a sauvés au municipal, au niveau national, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le parti n'a plus d'intellectuels,
intellectuelle, n'a plus de production intellectuelle, n'a pas de programme. Le parti n'a pas travaillé pendant 5 ans. Et on est allé chercher Madame Hidalgo tout simplement parce que personne n'avait envie d'y aller. François Miquet-Marty, quand même, est-ce que le seul à gauche qui pourrait y croire et qui semble y croire, c'est pas Jean-Luc Mélenchon? On voit la une de Libération ce matin, donnez-moi le mandat et vous allez voir. On a l'impression que lui, voilà, c'est peut-être la seule chance pour la gauche il y a un petit trou de souris pour le second tour. C'est une question que je vous pose. Oui, alors c'est une vision que vous décrivez là qui est assez optimiste. En effet, les scores d'intention de vote aujourd'hui en faveur de Jean-Luc Mélenchon tournent autour de entre 7 et 10% au premier tour. Alors il est vrai qu'on l'a parfois oublié lors de la dernière présidentielle en 2017, en cours de campagne électorale, les intentions de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon ont considérablement progressé pour terminer à 19,5%. Donc il a en période, et c'est un homme qui sait faire une campagne électorale et qui sait convaincre, trouver des axes de mobilisation. Donc il a, pour le dire de manière un petit peu triviale, du potentiel. Ensuite, au-delà de ça, ce qui est très, très frappant aujourd'hui pour la gauche et même plus largement pour cette campagne présidentielle, c'est l'idée d'espoir. C'est-à-dire que très concrètement, on n'a aujourd'hui que 14% des Français qui considèrent que cette pré-campagne, s'il s'agit de parler d'une pré-campagne présidentielle, est génératrice d'espoir. Ce qui me semble tout à fait contre nature. Le propre d'une campagne présidentielle, en général, est de tracer des perspectives d'avenir et de créer un espoir. Et sur la gauche, cette idée-là est particulièrement prégnante, me semble-t-il, et très frappante, parce qu'on a eu au début de la pandémie, au printemps 2020, on avait au contraire des aspirations à réfléchir au monde d'après, avec une harmonie avec le vivant, avec des questions sociales, sociétales à prendre en compte, etc. Puis on a le sentiment que ce travail-là de projection dans l'avenir, d'une certaine manière, n'a pas été réalisé. Et on se trouve aujourd'hui, en effet, à 3 mois du premier tour de la présidentielle, dans un monde où la plupart des Français disent aujourd'hui cette présidentielle, et c'est vrai notamment pour la gauche, n'est pas génératrice d'espoir. Et là, il y a un vrai sujet, parce qu'au fond, on voit bien qu'en termes de mobilisation, bien sûr, c'est un petit peu embêtant, et puis surtout sur le fond, en termes de perspective. Donc, au-delà de la primaire, je crois que la primaire est un outil qui permet de départager des gens, mais au-delà de la primaire, on voit bien qu'il y a un sujet majeur qui est la capacité, au fond, des sensibilités politiques, et particulièrement de la gauche, à créer des perspectives d'espoir. Je crois que sans espoir, il est très difficile de convaincre qu'il est nécessaire d'aller soutenir une candidate ou un candidat, parce qu'au fond, c'est l'espoir qui permet de se dire que demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui, tout simplement. Alix Bouillaguet, Jean-Luc Mélenchon affirme qu'il n'a pas ces 500 signatures. C'est quoi le problème cette année? C'est que... Si, il y a un gros problème, c'est que en 2017, il était allié avec les communistes. Et les communistes, ils ont un très bon réseau, justement, on en parlait en début d'émission, d'élus locaux qui peuvent effectivement fournir la signature. Là, il est quand même privé de ce vivier. Il est asséché. Et pour le coup, lui, en termes d'implantation locale, la France Insoumise, c'est pas tout à fait ça. Donc, ça explique largement sa difficulté à recueillir ses parrainages. Il a du potentiel électoral, mais il est mal vu des notables parce que c'est une grande gueule. Il a encore été condamné hier pour injure et diffamation. Il en joue d'ailleurs. Il paraît que j'ai un caractère épouvantable et que c'est ce qui me... Oui, mais il sait bien qu'il est son pire ennemi et il le sait d'ailleurs. Et il a du mal à maîtriser sa nature. Mais c'est vrai que pour un maire d'une petite commune rurale, signer pour Mélenchon, c'est impliquant. Et Fabien Roussel, alors pourquoi Donc c'est lui, le candidat du Parti communiste, qui donnerait l'ordre à tous les élus communistes de ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon. Avec quel espoir? L'espoir que Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas On peut dire que les deux ne s'entendent pas vraiment, que les relations sont extrêmement froides. Il faut dire aussi que Jean-Luc Mélenchon, sans doute en raison de son caractère, a eu vraiment des mots assez peu tendres vis-à-vis de Fabien Roussel au moment où il était question de s'entendre ou de pas s'entendre, en tout cas de discuter. Il l'a un peu pris de haut. Fabien Roussel s'en souvient et effectivement ne compte absolument pas lui faciliter la tâche. Fabien Roussel, est-ce qu'il essaye de rénover le Parti communiste? Il se passe un truc. Indiscutablement, il se passe un truc autour de Roussel et j'ai du mal à mesurer si ça va au-delà du petit milieu des observateurs. Mais je constate, c'est ce qui est assez curieux, moi qui suis il parle beaucoup de sécurité, je suis présent sur les réseaux sociaux, c'est que Roussel est en train de devenir le candidat favori des gens qui probablement ne voteront jamais communistes. Mais il a des positions très très claires sur le républicanisme, sur la laïcité, sur le sanitaire. Il n'est pas dans une oppositionnite pavlovienne comme certains qui, quoi qu'ils fassent, sont toujours en train de crier contre le gouvernement. Il essaie de présenter des positions responsables, carrées, très proches des fondamentaux du Parti communiste, c'est-à-dire les difficultés à vivre du monde populaire, mais très, très français, je dirais.
Et manifestement, il se passe quelque chose autour de peut-être changer le nom, Bruxelles qu'on Parti communiste au XXIe siècle, ça fait moderne. Pour le moment, ça se traduit pas tellement dans les sondages, mais il y a quelque chose. Allez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.